RCN. Le son de la différence. Coup de sifflet, Daniel Michel. Sur RCN. Eh bien bonjour, bienvenue à l'émission Coup de sifflet, tous les lundis de 18h à 19h sur RSN 90,7. Donc aujourd'hui nous avons un programme assez vaste. Donc on va commencer par quelques résultats du week-end pour les clubs lorrains, Meurthe et Mosellan disons. Alors pour la première fois, les 5 équipes pro de la métropole ont gagné. La SNL a gagné 2-1. Exceptionnel. Oui. Victoire méritée quand même, parce que bon, ils ont eu quelques trous, mais disons dans l'ensemble. Bon. Alors le seul reproche qu'on peut faire, c'est que Giovanni Hag s'est fait expulser. C'est la 4e fois, je crois, en 7 matchs. Donc ça commence à faire beaucoup. 4 fois en 7 matchs, ça commence à taper des records en effet. Pour un geste antisportif, une agression sur un joueur adverse. Et en plus, au lieu de rentrer au vestiaire tranquillement, il a commencé à s'engueuler avec tout le monde. Donc bon, je trouve que c'est pas très correct. Voilà. Donc, autre victoire, c'est celle du SLUC Basket à Évreux, ce qui est un bon signe, parce que Évreux est une bonne équipe, une des favorites d'ailleurs. Donc, je pense que le SLUC est favori pour la montée au plus haut niveau en fin de saison. Après une excellente préparation, c'est les ambitions du club en effet. Oui. Donc, le handball a gagné contre Rennes. Ça s'est passé jeudi de 2 buts. Bon, c'est pareil, c'est une bonne chose. Je pense qu'ils arriveront à se maintenir en fin de saison en gagnant contre des équipes qui sont à leur niveau, quoi. Je pense pas qu'ils aient beaucoup de chance contre les équipes du haut du tableau, mais contre les équipes à leur niveau, pour l'instant, ils ont gagné 2 matchs, donc c'est un bon signe. Et puis, les équipes de volley ont gagné également. Le Grand Nancy Volley a gagné facilement contre Saint-Jean-d'Ilac, qui est également 3-7-1, qui est également un des favoris pour la montée. Tout à fait. Donc c'est également une bonne chose. Et les filles du VNVB ont gagné 2 matchs, parce qu'elles en avaient 2 dans la semaine. Un contre Béziers, 3-7-0, ce qui est une bonne chose aussi, parce que Béziers est un des favoris pour le titre. Et puis un deuxième contre France Avenir, c'est une équipe de jeunes espoirs, donc là c'est un peu plus facile. Mais bon, ils sont 5e, donc c'est une bonne chose. Alors en Coupe de France de foot, il y avait le 5e tour, donc il y a 3 clubs du secteur plus Épinal, Vosgien qui se sont qualifiés. Il y a Champignol, le Haut-du-Lièvre, Nancy Haut-du-Lièvre, et Neuve-Maisons qui se sont qualifiés pour le 6e tour. Le petit poussé Thiaucourt a perdu malheureusement. Bon, voilà, c'était prévisible contre une équipe de plus haut rang. Donc le 6e tour, ça se déroule dans 15 jours, jour de la Toussaint. Donc voilà ce qu'on peut dire. Notre équipe de rugby favorite Villers continue sa route en avant. Ils ont gagné, c'est même pas gagné, c'est largement emporté contre Verdun. Contre Verdun, 49-5 pour l'équipe première, et la réserve c'est un peu plus serré, 26-15. C'est voilà. Ça. Et puis il y avait une reprise du cross. C'était les championnats régional de cross. Donc on a 2 titres en filles, en cross long, Six qui a gagné, et Fabrice Vautrin qui a gagné en cross court en masculin. Alors ils sont tous les 2 du club de Nancy Métropole. Voilà. Donc avant d'attaquer notre interview du président, heureux président du club de rugby de Villers, nous allons écouter, donc c'est un petit clin d'œil que je vous fais, nous allons écouter Patrick Sébastien, qui est un ancien rugbyman, parce qu'il a été Brive. International B, je crois. Puis président de Brive. Et puis donc c'est passionné de rugby. Donc on écoute un titre de Patrick Sébastien. Coup de sifflet,
Daniel Michel. Laurent Pasquier, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Michel, bonjour Monsieur Ronté. Bonjour. Vous êtes le président du club de rugby de Villers, Nancy, oui. De Villers, oui, depuis un certain temps, je crois. 2015. 2015, oui. Donc, club de Villers qui malheureusement 2 années de suite n'a pas pu monter pour des raisons de Covid essentiellement. Oui, on a été pénalisé par la Covid-19. Voilà, donc qui cette année, les 2 premiers matchs se sont soldés par 2 victoires faciles, je dirais. Oui, enfin c'était des victoires qu'il a fallu aller chercher malgré tout oui. dans le combat, mais ça a été des victoires à 5 points. Oui. Oui, parce que c'est vrai que au rugby c'est un peu compliqué les règles. Les règles sont toujours très compliquées. Il y a plusieurs façons de marquer. C'est surtout ça qui est compliqué entre les pénalités, les drops, les transformations, les essais. Ça, il faut s'y mettre. Puis c'est pas les mêmes nombres de points à chaque fois. Donc voilà, oui, c'est ça. C'est bon. Vous-même, vous avez joué au rugby? Oui. Ah oui. À Villers? Alors à Villers, à Nancy-Séchamps pendant 1 an et demi, avant à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, à la CBB. Ah oui. Et puis j'ai commencé plus jeune à Thouars. Voilà. D'accord. Oui. Donc le rugby, c'est un sport qui commence à prendre de l'ampleur, quand même, un peu moins dans notre région, malheureusement. Je pense qu'il manque un grand club phare, je veux dire, à haut niveau, pour. Alors, il y a eu des tentatives puisque Strasbourg était en Fédéral 1 élite avant que ça s'appelle la nationale, donc c'était la porte de la Pro D2. Malheureusement, pour des raisons financières, ils n'ont pas réussi à conserver, d'avoir des financements suffisants pour pouvoir monter en Pro D2. Donc la DANCG les a relégués. C'était le même cas pour Lille Métropole. Puisque effectivement ça demande des montants et des investissements relativement importants et des frais de fonctionnement relativement importants. Donc avoir des grands clubs sur des régions comme les nôtres, effectivement c'est un projet de plusieurs années où il faut vraiment travailler le fond, le sportif d'un côté, le financier de l'autre, pour équilibrer et réussir à avoir en fait un projet global qui tire la région. Du coup, le COS Villers-lès-Nancy existe depuis 50 ans maintenant, ça fait 49 ans exactement, mais bientôt 50 ans. Vous êtes au club du coup depuis 2015. Quel bilan vous faites pour le moment au bout de 6 années et quel projet vous avez dans le futur pour prolonger l'histoire du club qui est grandissante, j'ai envie de dire? Alors effectivement, ce club c'est déjà un grand club parce qu'en fait il a été créé en 1972 après avoir c'est une sorte de split des équipes nancéennes, puisque le rugby je crois à Nancy existe depuis 1904, donc ça fait très très longtemps. Et puis il y avait jusqu'à 5 grandes équipes à Nancy. Il y avait Séchamps, il y avait Nancy, la SPTT, il y avait Villers et puis Vendeuvre. Et le SLUC, je crois. C'est ça. Je crois que la SPTT, le SLUC, c'était. Alors je sais plus si c'était la même chose ou pas. Encore une fois, quand on dit Nancy, le SLUC, c'était le SLUC Nancy. Et puis quand on regarde le terrain Marcel Picot, d'ailleurs, c'était un Chapelier qui était fan de rugby, qui avait donné le stade Marcel Picot au rugbyman. Et puis il y a quelques années, alors c'est des histoires qui m'ont été rapportées, parce que moi je ne suis pas lorrain à l'origine, mais le club ayant fait faillite, le stade avait été récupéré par le football. Donc Monsieur Picot, qui était un fou de rugby, aujourd'hui est connu pour le stade de foot de Nancy, et avec quand même des belles lettres. Alors le club, pour répondre à votre question, 1972, aujourd'hui ça fera notre 50e anniversaire l'année prochaine. Notre objectif c'est d'en faire un des clubs phares du Grand Est de la France, avec un projet évidemment de monter au plus haut niveau fédéral sur la grande région d'ici quelques années. Alors c'est encore une fois c'est des montants qui sont relativement importants, puisque notre budget fait 250 000 euros à peu près. Pour monter en Fédéral 2, il faudra un budget autour de 5 à 600 000 euros. Et une Fédéral 1, c'est pratiquement 1,5 million. Donc évidemment, qui dit amélioration du niveau sportif, dit les finances qui suivent pour pouvoir financer le projet. Évidemment, c'est amélioration du budget, des infrastructures, des effectifs. Malgré tout, toutes ces évolutions, le club de COS Villers reste un club convivial et familial. Avec vous portez des valeurs très importantes. Je pense qu'ils sont aussi, on va dire, collés au rugby. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les valeurs du club et sur cette ambiance justement qui règne au sein de Villers? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que quand on a repris le club en 1er avril 2015, c'était pas une blague.
Le 1er avril 2015, on reprend le club avec une volonté de conserver cette notion de la formation, de la convivialité et de tout ce qui est le côté familial, mais avec une qualité sportive qui est très forte. Donc on embauche un emploi club qui a un diplôme d'État et qui a surtout cette notion de la qualité de la formation des éducateurs. Parce que l'objectif, c'est d'irriguer la formation pour que les joueurs ils puissent jouer en sécurité et dire aux enfants, vous allez partager les valeurs du club. Alors, le rugby est un peu compliqué parce qu'il y a du rugby à 15, du rugby à 7, à 5 maintenant. J'ai appris qu'il y avait du rugby à 5. À 10, à 12, à 13. À 13 aussi, Rugby à 5 où les gens ne peuvent pas se toucher, je crois, il n'y a pas de contact. Ils peuvent se toucher, c'est ce qu'on appelle du rugby à toucher, c'est-à-dire qu'on doit toucher l'adversaire à 2 mains, mais par contre il n'y a pas de contact dans le sens où il n'y a pas de plaquage. Donc effectivement c'est très convivial. Et c'est pour le coup ça peut mêler les générations, les plus jeunes, les plus anciens, les femmes, les hommes. Les femmes et les hommes ensemble. Ah oui, ils peuvent jouer ensemble. Alors on peut faire des tournois spécifiquement féminins, comme on a fait pour Octobre Rose avec la Ligue contre le cancer. On a fait ça samedi dernier, enfin samedi il y a 10 jours. Mais sinon oui, c'est assez, c'est des bons moments et on peut se déguiser. Enfin c'est très très sympa. Ah oui. Parce que le rugby à 7, il y a un grand tournoi à Nancy, là, toujours, au Stade Mater. Alors, c'est le Stanislas Seven qui a pas eu lieu l'an dernier. C'est ça, c'est un tournoi à 7 qui est, pour moi, le plus bel événement quasiment du Grand Est sur le rugby, puisque c'est un rugby qui faisait venir des équipes d'Afrique du Sud, d'Allemagne, des équipes nationales. Le bataillon de Joinville était venu. Enfin, vraiment, c'est un très très bel événement qui se passe au Stade Mater chez nos confrères de Nancy, et voilà, qui mériterait d'avoir une plus grande couverture médiatique parce que c'est un très bel événement. Oui, qui dure sur 2 jours. Il y a une couverture médiatique importante quand même. Mais bon. Ouais, mais étrangement, vous voyez, moi qui suis un fan de rugby, je suis arrivé en 2001 en Lorraine. Et alors que je participais au tournoi destination, on allait très régulièrement à l'étranger. On n'était pas au courant de cet événement-là. Peut-être un petit peu manque de communication sur les radios pour faire venir les gens qui ont cette appétence pour le rugby, quoi. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que le rugby à 7, c'est des gens moins connus, c'est des joueurs moins connus quand même. Donc, c'est vrai. On a beau dire, il y a l'équipe de France qui vient, rugby à 7, personne ne les connaît, quoi. Finalement, les joueurs. On connaît les joueurs du 15. Mais à 7, moins, beaucoup moins, je dirais. Alors ça va peut-être changer avec la discipline en fait olympique, puisque c'est devenu une discipline olympique maintenant depuis 4 ans, quoi. Oui. Donc il y avait l'équipe féminine française qui les Françaises ne se sont pas qualifiées, mais les Françaises ont été jusqu'en demi-finale. Oui, en demi-finale. Et enfin en finale, pardon, elles ont perdu face aux All Blacks. Elles ont eu une médaille d'argent. Médaille d'argent. Donc c'est ce qui est pas mal quand même. Ah oui, c'est très bien. C'était un très beau groupe. Donc le rugby féminin, vous le développez également à Villers, alors? Pas encore complètement. On a une volonté de développer, mais vous parliez tout à l'heure des infrastructures. La ville de Villers a fait déjà beaucoup pour le foot et le rugby, puisqu'ils nous ont doté d'un terrain synthétique foot-rugby mixte. Je pense que ça c'est l'avenir pour nos régions qui sont des régions où les intempéries sont quand même légion. Et on a réussi à avoir un terrain qui est de première qualité pour pouvoir faire à la fois de la formation, mais le problème c'est que plus vous avez de catégories, on doit avoir 8 à 9 catégories, il faut les faire jouer, il faut les nombres d'entraîneurs qui soient diplômés. Nous on a 10 éducateurs en formation fédérale, Fédération française de rugby. Et pour ce faire, il faut des entraîneurs aussi pour les féminines, parce que qui dit féminine dit des vestiaires particuliers, il faut les équipes en face, et puis il faut un ou plusieurs créneaux horaires dans la semaine. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, c'est notre prochain projet, c'est vraiment de redévelopper le rugby féminin, parce qu'à Villers, il y avait une section féminine jusqu'en 2000, je crois que c'est 2012 ou 2013. Mais malheureusement, quand l'ancien président Fabrice Mouche, que vous aviez interviewé, a quitté, elles sont parties aussi. Donc elles étaient reparties à Nancy. Elles sont reparties à Nancy, qui a du mal d'ailleurs cette année. En rugby féminin, oui. Oui, mais c'est compliqué, parce qu'une équipe de rugby, il faut quand même 15 joueurs ou 15 joueuses, plus les remplaçants. C'est ça, c'est 22. Avec des gabarits différents, parce qu'un pilier, il peut pas peser 40 kilos, quoi, je veux dire. C'est le sport de la diversité par essence. C'est compliqué, vous avez des grands, des petits, des gros, des mecs, des rapides, des lents. Il y a des gens qui savent jouer avec la main, et puis d'autres sans ballon.
Il faut de tout dans ce sport. D'ailleurs, Jean-Pierre Rive, que vous avez sûrement connu. Oui, casque d'or. Il avait dit une phrase qui était assez juste. Il avait dit, dans une équipe de rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. C'est très vrai. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors, ça a un peu évolué, parce que moi, j'ai connu les matchs de rugby, que t'as pas dû connaître à l'époque, où il y avait des piliers, par exemple, qui avaient du mal à courir, faut reconnaître, alors que maintenant, c'est plus physique, quand même, c'est beaucoup plus physique. Le niveau, je trouve qu'il a énormément évolué, techniquement, parce que la formation est meilleure. Cela dit, il y a peut-être moins d'équipes aussi. Donc, je pense que le niveau s'est malgré tout relativement amélioré. Les formations, les filières sont plus efficaces. Ça va beaucoup plus vite. Et effectivement, les piliers modernes, les talonneurs, ce qu'on appelle les premières lignes, sont très 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 mobiles. Oui, ce qui n'était pas le cas. C'est comme dans tous les sports, la dimension athlétique évolue constamment. Moi, j'ai envie de vous parler, justement, vous avez parlé de Fabrice Mouche qui était venu nous voir dans la Maison des Sports. Enfin, on l'avait eu au téléphone. Fabrice Mouche est le directeur de l'école de rugby. École de rugby, du coup, que vous mettez en place pour les jeunes de tous les âges. Ça commence à 3 ans et c'est ensuite jusqu'à l'adolescence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance, justement, de cette école de rugby, des valeurs que vous voulez transmettre aux jeunes et de la formation de qualité que vous leur proposez? Alors oui, sans aucun souci. C'est en fait l'école de rugby, c'est un peu l'école de la vie. Vous allez commencer tout petit. Vous apprenez à respecter vos copains, parce que déjà il faut arriver à l'heure à l'entraînement. Vous respectez le maillot que vous portez. Parce que évidemment, il y a le match, donc il faut préparer le match ou les petits tournois. Même quand ils sont tout petits, au départ, j'ai un ballon, mais il y a un ballon pour 10 gamins. Enfin, il y en a 5 contre 5. Et puis au départ, ils sont en mode un peu pâté. Et puis petit à petit, ils apprennent à se donner le ballon. Donc le don du ballon à l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis en même temps, c'est d'aller chercher le ballon à celui qui le porte quand c'est votre adversaire, mais en le respectant. Il faut pas lui faire mal. Il faut aller lui prendre le ballon, donc le plaquer, le faire tomber, sans lui faire chercher à lui faire mal. Il y a toute cette symbolique qui est très importante, où on va considérer l'autre, on considère l'arbitre, et je pense que c'est un des sports qui est porteuse de valeur pour la société de demain. Et je le pense sincèrement, c'est un sport qui est très télévisuel. Aujourd'hui, vous le voyez sur Canal+, sans faire de publicité, mais ils sont présents sur les chaînes, que ce soit France 2 pour le tournoi Destination, la Coupe du Monde, enfin bref, il y a tout un tas de... Et en fait, quand on commence à porter ces valeurs de combat, d'esprit d'équipe et de combat collectif, on parle de combat, on parle pas de bagarre. Il peut y avoir des échauffourées sur un terrain, ça arrive. Mais c'est pas un souci en soi. Coup de sifflet, Daniel Michel. Alors le rugby, c'est difficile d'avoir une équipe, de monter une équipe de rugby, c'est très difficile parce qu'il faut plein de joueurs. C'est 22 joueurs en fait, une équipe, c'est énorme, hein. sur une feuille de match, mais pour faire un championnat, grosso modo déjà il faut 2 équipes, 44 joueurs minimum, et puis il faut anticiper les blessures. Donc grosso modo, si vous voulez faire une saison complète à moins de 55 joueurs, c'est compliqué. D'ailleurs, il y avait une équipe dans la Meuse là de petit village Centre-Meuse, qui s'étaient réunis. C'était assez original d'ailleurs, parce que et ils ont plutôt été pas mal sur quelques années. Après, la difficulté, c'est de conserver les effectifs. Et puis il y a Verdun qui est la grosse équipe, il y a Bar-le-Duc, c'est les 2 grosses équipes. Et puis après, il y avait effectivement Centre-Meuse qui s'était créé. Verdun, ils avaient à l'époque beaucoup de militaires qui venaient. Bon, maintenant, il y a plus de service militaire, donc il y a moins de... C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais à l'époque, d'ailleurs, il y a plusieurs internationaux qui étaient originaires de... Ah oui, il y a eu alors je sais plus comment, on en a parlé ce week-end, il y a eu un très grand international dans les années 30, je crois, ou 30 ou 40, enfin... Qui est sorti de Verdun, effectivement. Mais le club, je crois qu'il a été créé pareil, en 1903 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait... ou 1920. Enfin bon, ça fait une centaine d'années que le club existe en tout cas. Alors il va y avoir les championnats du monde bientôt en France. 2023. 2023, avec la France qui a de bonnes chances de bien figurer quand même. Bon, quoique les All Blacks seront difficiles à détrôner, mais bon. On a une génération excellente, donc on a une très belle génération, mais la problématique du rugby, c'est que c'est un sport de combat.
Et la difficulté il y a les phases de poule. On va commencer, le match d'ouverture, c'est face aux All Blacks. Et ça va effectivement piquer un petit peu parce que c'est quand même une très très grosse équipe. Oui. Et puis la deuxième chose après, il faut pas se tromper, il faut gagner les combats. Oui. Et après, une fois que les combats sont gagnés, il y a la technicité. C'est une équipe qui est très résiliente, qui a une capacité à se mettre en avant, qui est techniquement qui est incroyable. C'est une très belle génération. Il y a quand même 2 années de suite, ils sont champions du monde en moins de 20 ans. C'est quand même c'est une génération dorée. Et puis on a eu quand même un tournoi destination, même si on perd en finale contre les Pays de Galles, un tournoi destination fédérateur où on a vu une belle équipe de France. Je suis tout à fait d'accord. Et vous faites des voyages pour aller voir l'équipe de France, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de clubs de rugby? Alors moi j'ai fait ça avec des amis pendant quelques années. On partait depuis 2000, puis avec la Covid ça s'est un petit peu calmé. Pour l'équipe à Villers, on va plus au Stade de France, c'est plus facile parce que déplacer beaucoup de personnes c'est toujours un peu compliqué, mais on prend toujours des tickets pour aller voir effectivement soit Écosse-France, Irlande-France, Pays de Galles-France, qui sont quand même les 3 destinations fétiches. Je préfère à l'Angleterre, parce qu'on retrouve pas tout à fait à Twickenham le même esprit. C'est une très grande ville, c'est une métropole, donc c'est compliqué de retrouver l'esprit rugby qu'on retrouve dans ces 3 grandes villes de Dublin, d'Édimbourg et puis de Cardiff. En parlant d'équipe de France, on a l'ancien sélectionneur Philippe Saint-André qui est en relation avec le COS Villers-Nancy. On avait passé son petit mot à l'occasion d'Octobre Rose justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la relation que vous entretenez avec lui et de l'événement Octobre Rose également qui avait lieu le week-end dernier? Alors Philippe Saint-André donc est devenu parrain du club parce qu'on travaille avec une entreprise pour la communication du club qui s'appelle Adjan Consulting, et en fait il travaille aussi avec eux. Donc Philippe Saint-André est devenu notre parrain. On devait faire une soirée avec une présentation à l'école de rugby et puis qu'ils viennent passer une journée avec nous plus une soirée. Malheureusement la Covid en a décidé autrement. Donc ça a été compliqué, mais c'est quelqu'un qui tient ses engagements, c'est quelqu'un de valeur. On parlait des valeurs du rugby, l'engagement c'est quelque chose de très fort. Et Philippe Saint-André c'est quelqu'un qui est vraiment déjà c'était un international incroyable, un joueur fantastique. Et puis même s'il est un peu humble dans son truc en disant on n'est pas très bon à Montpellier, c'est faux quoi. Quand on regarde cette équipe qu'il a bâtie aussi, on sera très heureux de l'accueillir. Et donc on espère le voir sur la saison 2021-2022. Sur Octobre Rose, on aurait bien aimé pouvoir la voir aussi, mais bon, c'est compliqué parce que les week-ends, les grands clubs du top 14 jouent et puis ils ont besoin de leur manager. Donc, il faudra qu'on trouve une date pour qu'ils viennent passer une soirée avec les partenaires du club et puis avec les éducateurs, les enfants. Le président Bernard Laporte était venu une journée pour l'inauguration du terrain synthétique. Voilà, faire venir des internationaux, ça permet aussi de faire croître le club, communiquer sur l'activité, et c'est très utile pour la région et l'attractivité du territoire. Parce que je pense qu'on doit penser à l'attractivité du territoire aussi. Et le rugby en fait partie. Oui, donc financièrement, vous avez un budget de 250 000 €. Vous avez des sponsors qui vous aident. Oui, on a à peu près 35 partenaires à aujourd'hui. Donc on a en plus un jeune qui nous aide à trouver des partenaires, qui fait partie. On fait son apprentissage dans le cadre de France 2023. C'est pas quelqu'un c'est plutôt quelqu'un qui vient du monde du football, mais vous voyez, il essaie de trouver des partenaires pour le rugby, comme quoi on est quand même des sports frères ou confrères. D'ailleurs, ça s'appelait le football rugby au départ et pas le rugby. Tout ça pour dire que ces partenaires, l'objectif c'est de les doubler. À peu près en 1 à 2 ans, il faut qu'on les ait doublés si de toute façon on veut prévoir des montées. Donc parce que l'objectif n'est pas de payer les joueurs, on n'est pas dans cette dimension-là, mais on a un deuxième emploi club qui est en train de faire son diplôme d'État à Marcoussis en ce moment. Notre emploi club Romain Chiffot, qui est un garçon fantastique qui nous a rejoint il y a 4 ans maintenant.
on veut le faire passer en diplôme d'état supérieur. Ça veut dire c'est de la formation, mais celui qui avait été formé en diplôme d'état supérieur, qui était entraîneur chez nous l'année dernière, est parti à Oyonnax. C'est un très bon, il s'occupe des ce qu'on appelle des à la Merci et Goderman. Voilà, c'était Simon Dupuis, qui était aussi emploi du comité départemental. Voilà, donc la formation est essentielle pour nous, et l'idée c'est de continuer comme ça la structuration du club. Parce que les joueurs, ils sont rétribués à partir de quel niveau ? Alors ça dépend des régions, ça dépend en tout cas dans la région Grand Est, je ne saurais pas dire. Je sais qu'en Fédéral 3, Nancy ne rémunère pas ses joueurs ou ne les indemnise pas, ce que je trouve très bien, et je partage la vision d'Olivier Hyde, que je salue ce matin. Et puis je sais que bon voilà, on est plutôt dans des logiques de payer les entraîneurs, les éducateurs. Oui. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails de la saison, on a parlé justement de vos 2 victoires pour le moment sur les 2 premiers matchs. Comment vous sentez l'équipe, vous ? On l'a dit, l'ambition c'est la montée. Comment vous sentez l'équipe après 2 matchs et comment vous voyez les prochaines échéances ? Alors l'équipe, moi je la sens plutôt bien. Je trouve qu'il y a une meilleure cohérence de jeu que l'année passée. On a un nouvel entraîneur qui nous a rejoint de Saint-Dié, qui est Olivier B. C'est quelqu'un qui apporte une dimension physique et de combat qui était importante pour nous de renforcer. Et en fait, l'ensemble de la cohérence se fait aussi parce que les fondamentaux sont respectés. C'est-à-dire qu'au rugby, ce qu'on dit toujours, c'est que la conquête est fondamentale pour bien jouer. Pour que vos 3/4 jouent bien, il faut que les avants ils avancent. L'avant qui recule, c'est pas terrible. Et donc il faut gagner ses touches. Il faut qu'en conquête, vous soyez fort, c'est-à-dire la touche et la mêlée. Et que ce soit même sur des ballons portés, etc. Donc, et Olivier amène ça. Il amène cette dimension du combat, cette structuration des avants, ce discours aussi de combat qui parfois était peut-être un peu... On était des fins techniciens, je pense, on était pas mal en technicité, mais de temps en temps, on faisait peut-être un peu défaut sur le combat et l'engagement. Alors, il y a une équipe qui monte Oui. Dans votre groupe? Il y a une seule équipe. En fait, on est 7 équipes dans 7 équipes dans la poule. Oui. Et il y a qu'une équipe qui monte en Fédéral 3. D'accord. Sachant que compte tenu de la Covid, il y a aucune équipe de Fédéral 3 qui descend. D'accord. Donc effectivement, il y a des équipes de Fédéral 3 aujourd'hui qui ont peut-être pas le niveau pour rester en Fédéral 3, mais qui resteront ipso facto l'année prochaine. Et vous, si vous êtes premier, vous êtes sûr de monter, quoi. C'est ça. Mais on va tout faire pour, mais on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont aussi méritantes. Aujourd'hui, les deux, enfin, je pense que les 3 équipes qui sont vraiment en passe de monter ou qui ont l'air de... Il y a Mulhouse qui est en jaune et noir comme nous d'ailleurs, donc je les salue aussi. Il y a Thionville, le Tigre, qui est en bleu et un peu bleu foncé et jaune aussi. On est assez proche dans les couleurs. Après dans les 2 autres, il y a Saint-André-les-Vergers qui est donc ces 3, et puis Pont-à-Mousson qui pourrait faire l'affaire. Donc je pense que voilà, le 5 de tête, ça va être ces 5 équipes-là. Pont-à-Mousson qui était en Fédéral 3 par le passé. Oui, il y a à peu près 2 ans, je crois. Qui ont eu un mal fou d'ailleurs. Ils ont eu une saison très très difficile quand ils sont redescendus. C'est ça, ils ont perdu tous leurs matchs. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Après, ils ont en entraîneur, ils ont Tonio Parra. Donc il y a un ancien Villarois, le père le papa de Morgane, et Tonio et Manu Parra. Manu c'était l'oncle, et en fait qui est entraîneur de Villers aussi. Enfin c'est des Villarois les Parra au départ. Ok, donc on va terminer là-dessus. De toute façon, on se reverra au cours de la saison. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Donc on va passer maintenant à un titre de Jean-Jacques Goldman qui a fêté son anniversaire, 70 ans. Et qui est toujours aussi populaire, malgré qu'il donne aucune interview et qu'il ne chante plus depuis 20 ans, pratiquement. Voilà. Donc maintenant, on va débattre avec Antoine sur le foot national, la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc on va commencer par la Ligue 1. Le mauvais résultat de Metz. Oui. Et puis le bon résultat de Marseille. Ouais. Voilà, donc c'est un peu...
Metz qui s'est pris une raclée contre Rennes, on peut le dire, à domicile, qui se prend 3-0, 3 buts en première mi-temps, en à peine 20 minutes. Oui. Et ils n'ont jamais su réagir malgré 4 changements à la pause. Il y a eu aucune réaction. Donc Metz est un petit peu comme Nancy dans les bas-fonds du classement. Ils sont avant-derniers, je crois. Ils sont 18e de Ligue 1, tout à fait. Donc c'est un petit peu inquiétant tout de même pour les clubs lorrains. Oui, autre particularité, c'est la dégringolade de Saint-Étienne, qui est dernier. Qui est dernier et qui n'a toujours pas gagné un seul match. Oui. Claude Puel, pour le moment, toujours en perdition en tant que coach. Les années vertes historiques sont bien loin désormais et on espère quand même tout de même de voir une révolte un petit peu de la part des joueurs et de la part de l'équipe parce que Saint-Étienne reste un immense club du foot français qu'on n'aime pas voir à cette place-là. Oui, d'autant plus que moi je me souviens quand Saint-Étienne était redescendu en Ligue 2, il jouait devant 40 000 spectateurs, donc c'était assez original comme truc, quoi. Je veux dire, mais Saint-Étienne, je pense qu'ils arriveront à se ressaisir. Hein. J'espère. Et le stade Geoffroy Guichard, le Chaudron, qui est un des magnifiques stades, un des plus grands stades de France. Après, ça reste inquiétant parce que tout de même, c'est la dégringolade. On attend une réaction depuis le début de la saison. Et là, par exemple, le match contre Strasbourg, ils se prennent 5-1, 5-1 contre une équipe qui n'est pas tant plus forte, tant supérieure que ça. Donc, je pense que Claude Puel va bientôt dire au revoir. Je suis même surpris qu'il soit toujours là, d'ailleurs. Les problèmes viennent probablement aussi des instances. On a eu l'histoire du rachat au final qui ne s'est pas fait. Donc, c'est toute une galère à Saint-Étienne et on espère que tout de même, moi, j'aime bien voir l'antagonisme Lyon-Saint-Étienne au plus haut niveau. Donc, j'espère que Saint-Étienne se relèvera dans les mois à venir. Oui, donc on peut noter également la victoire, le bon résultat de Marseille. Oui, qui a gagné 4-1. Oui. Marseille qui continue sa très bonne saison avec le coach dont le nom m'échappe. L'ancien coach de Séville qui du coup est arrivé et qui a complètement révolutionné le jeu, l'envie et l'abnégation. Les Marseillais, et d'ailleurs tout le public marseillais sont aux anges en ce moment. Marseille a des vraies ambitions, de vraies chances de faire partie de l'Europe cette année et il le prouve encore en gagnant 4-1. Alors bien sûr il y a des joueurs très jeunes et on espère qu'il y aura pas une espèce de mur à un moment de la saison qui vont les stopper, mais peut-être qu'ils peuvent proposer quelques petits problèmes au Paris Saint-Germain. Alors bien sûr pas pour la première place, mais dans les confrontations directes et pour le podium évidemment. Oui, je pense que Paris Saint-Germain, de toute façon ils sont... Paris Saint-Germain, c'est même pas la peine. Ils seront, même s'ils perdent 3 matchs de suite, ils ont un effectif pléthorique et là même au bout de 10 matchs, ils ont déjà 10 points d'avance, donc ils semblent déjà irrattrapables. Irrattrapables, là, je veux dire. Hein, donc les autres, ils concourent pour la 2e place. Exactement, Sampaoli, voilà, le coach de Marseille, dont le nom m'échappait. Donc c'est vrai que voilà pour la Ligue 1, je veux dire il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Bon, pour la Ligue 2, Nancy relève un peu la tête, hein. Ils ont un classement un peu mieux maintenant, hein, parce qu'ils ont plus que 2-3 points de retard. Il reste dernier avec un seul point d'écart sur l'avant-dernier, sur Amiens. Et 2 points sur Bastia qui est 18e. Alors il relève la tête parce que ça y est, enfin une victoire après 12 matchs. D'ailleurs sous Benoît Pedretti qui remporte un match pour son 2e match, donc ça reste pas mal. Cela dit, on attend tout de même plus. C'est une victoire, c'est une première étape. Il va falloir les enchaîner justement pour quitter un petit peu les profondeurs de Ligue 2. Alors ils ont une suite de compétitions assez difficiles, hein, parce qu'ils vont à Ajaccio, où il est toujours difficile de gagner. Pedretti, c'est son ancien club d'ailleurs, et ils reçoivent Sochaux. Ils reçoivent Sochaux le 30, 2e. C'est ça. Donc ça va être assez compliqué. Mais je pense qu'après une victoire fédératrice contre Guingamp, c'est bien de jouer contre des équipes de haut niveau pour ne pas entre guillemets se reposer sur ses lauriers. Il va falloir du combat, il va falloir de l'envie et de la hargne pour aller chercher ces équipes, et c'est ce dont a besoin Nancy, et je pense que Benoît Pedretti le sait. Alors la défense c'est quand même stabilisé, le gardien est bon, je crois maintenant. Oui. Il a fait quelques arrêts samedi importants, quoi, je veux dire. Hein. Donc voilà. Puis bon, la défense avec Basila et Binda, je pense qu'on voit quand même qu'ils ont du football dans les pieds quand même. Hein, je veux dire que c'est des gens de haut niveau, quoi. Je veux dire.
Bon, le seul problème, c'est Hague, hein, parce que s'il nous fait, dès qu'il joue un match, s'il est expulsé à chaque coup, ça pose un problème. S'il continue de se faire expulser, c'est clair, il prendra une sanction avec plusieurs matchs de suspension c'est s'il sûr, continue. Oui, puis bon. Mais à noter tout de même que Benoît Pedretti instaure un système désormais en 3-4-3 et que la défense a l'air de se sentir mieux dans une configuration pareille. Et puis je pense que les deux arrières latéraux, De Vos et puis Latouchant, ils jouent bien, quoi, je veux dire. Hein. C'est des gens qui ils jouent quasiment ailier d'ailleurs. Hein. Triboulet est en forme également en ce moment. Oui, il est un peu en dessous quand même. Il a marqué un but. Oui, mais bon, moi je pense il y a un problème avec l'attaque, hein, je pense. L'attaque est un peu. Et puis le milieu de terrain, je pense. De toute façon, on le voit, lorsque Pedretti fait des changements, il ne fait que des changements offensifs. Alors alors qu'on menait, mais ouais, c'est sur le secteur offensif qu'il y a des carences. Il y a des carences, oui. Bon, l'avant-centre qui a marqué un but, la Young. Bon, on sent que c'est un buteur, hein, je veux dire, mais que c'est. Mais bon. Non, mais c'est clair, Nancy est la pire attaque de Ligue 2, avec seulement 9 buts marqués. Bon, alors on dira aussi que c'est la pire défense, mais j'ai le sentiment que c'est en attaque qu'il y a une marge de progression. Alors en défense, bien sûr qu'il y a une marge de progression, mais j'ai l'impression que c'est sur la bonne voie, tandis qu'en attaque, on n'a pas vu encore de vraie évolution. Même s'il y a eu 2 buts marqués, on a vu un Triboulet du coup ressortir un petit peu de sa mauvaise passe, et c'est encourageant pour la suite. C'est encourageant pour la suite. Bertrand, qui l'a fait jouer en 10, a très bien joué, hein. Bon, je pense qu'il apporte quelque chose encore à Kishi, hein, qui était mis à la cave par l'ancien entraîneur. Bon, je veux dire, voilà. Bon, je pense, moi, à mon sens, que Nancy est sur la bonne voie et qu'ils se maintiendront. Je pense qu'ils s'en sortiront, quoi. On espère, même si pour le moment les étapes sont encore, le chemin reste long et semé d'embûches. Donc il faut rester prudent, vigilant, et ne pas on va dire tomber sous l'effervescence de la victoire. Là, il faut se contrôler. J'espère que Benoît Pedretti garde ses joueurs dans sa bulle pour enchaîner au moins 2 victoires de suite après près de 12 matchs sans victoire. Oui. Moi, bon, voilà, s'ils avaient perdu, ça aurait été dramatique, hein, parce que là, les équipes qui étaient devant eux ont gagné, quoi. Et puis on avait besoin de cette victoire après le changement de coach Daniel Stenel. On avait besoin au moins d'un match remporté. Ça y est, c'est fait. On va dire la série de défaites est un petit peu essuyée. Il faut continuer. C'est-à-dire que là, il faut impulser une nouvelle dynamique pour l'effectif. Parce que le match qui a été donné par Nancy n'est pas si terrible que ça. Hein, je veux dire, hein, ils ont eu des non, contre Guingamp en plus. Oui, contre Guingamp en plus une équipe relativement correcte. Donc oui. Donc on a vu également Merken qui avait joué l'an dernier à Nancy, ou très peu joué, qui a fait sa rentrée là en deuxième mi-temps. Bon, on l'a très peu vu, mais je veux dire, c'est dommage qu'il soit parti comme ça, parce que c'était un bon technicien. Il en a apporté beaucoup au milieu de terrain. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le foot. Donc maintenant on va passer une pause musicale. Nolwenn Leroy qui va nous parler du Brésil et du Finistère. Coup de sifflet, Daniel Michel. Voilà, après le titre de Nolwenn Leroy, qui, je le rappelle, son père était footballeur professionnel. Je crois qu'il a joué à Guingamp, d'ailleurs, et entre autres, et à Clermont-Ferrand aussi. Donc, on va conclure l'émission. Donc, on a fait une bonne émission avec notamment l'interview de Laurent Pasquier. Qu'on remercie une fois de plus, qui est venu bien nous parler du COS Villers-Nancy. Voilà, président du club Villers-Nancy. Et qu'on retrouvera dans les semaines à venir. D'ailleurs, il nous a invités pour un match contre Mulhouse sur mes terres. Qui risque d'être assez épique, parce que Mulhouse est un des favoris également. Club qui vise la montée également, et qui a de grandes ambitions, tout à fait. Voilà, donc on se retrouve en ce qui me concerne pour l'émission Coup de sifflet lundi avec Antoine, et puis toi on te retrouve avec moi. Avec toi également, on se retrouve vendredi à 18h. Tout à fait, dans la Maison des Sports. Dans la Maison des Sports. Exactement. Donc en attendant, on vous souhaite une bonne semaine,
Et ma foi, prenez soin de vous parce que on est en pleine période de maladies qui réapparaissent. Je peux en témoigner. Le Covid a disparu, mais d'autres maladies sont revenues à la place. Exactement. Voilà, donc ma foi, prenez soin de vous et bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org